Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e Zoom d'Acropole. Jeudi 24 février, à 4h30 du matin, heure de Kiev, la Russie a agressé l'Ukraine. D'abord par des bombardements ciblés et massifs à travers tout le pays, puis par une attaque coordonnée par le sud, l'est et le nord en direction de la capitale. Après avoir amassé ses troupes aux frontières du pays pendant des semaines et illégalement reconnu l'indépendance des provinces séparatistes du Donbass, Vladimir Poutine a violé la première règle du droit international, l'interdiction de conduire la guerre contre un autre État souverain. Dans les semaines ayant précédé cette invasion, la réponse européenne aux menaces russes avait été relativement soudée, mais plutôt timide. Les intentions ambiguës de Viktor Orban, les réticences du gouvernement allemand à imposer des sanctions à la Russie, pouvaient laisser des doutes sur la capacité de l'Europe à répondre à une telle crise. Mais depuis que la guerre est une réalité, la situation est limpide et la réponse européenne forte et unie, dans des proportions ayant même laissé bouche bée la majorité des commentateurs habitués à l'inertie européenne. L'invasion a eu l'effet d'un électrochoc pour les Européens. Et Jean-Christophe Amoir va nous en parler. Jean-Christophe, l'Europe semble d'un coup se réveiller et faire front commun contre la Russie. Est-ce un simple concours de circonstances ou peut-on parler d'une petite révolution européenne ? Pour moi, Léo, il s'agit clairement d'une révolution pour l'Europe. L'Union européenne se réveille enfin sur la scène géopolitique. Il faut bien comprendre le chemin parcouru et d'où vient l'Union. Depuis l'occasion manquée de la Communauté européenne de défense en 1954, l'Europe a renoncé à avoir une politique de défense commune. Certes, les traités de Maastricht et de Lisbonne ont permis quelques pas dans cette direction, avec notamment la mise en place de la politique étrangère et de sécurité commune, mais la défense reste toujours une prérogative des États membres. Ceux-ci ont pu coopérer de plus en plus, en particulier depuis 2017, à travers des programmes comme le Fonds européen de défense, qui permet de financer leur recherche dans l'industrie de défense, ou la Facilité européenne de paix, qui permet de financer des alliés pour l'achat d'armements ou de matériel. En parallèle, certains pays ont renforcé leur coopération industrielle, notamment entre la France et l'Allemagne, qui produisent ensemble, avec d'autres États membres, le futur avion de combat et le futur drone européen. Il y a aussi des missions militaires de l'Union européenne, au Sahel ou en Bosnie par exemple, mais il s'agit essentiellement de missions non opérationnelles, de soutien aux forces locales ou de maintien de paix, et qui reposent sur le volontariat des États. C'est là tout le problème. La défense reposant essentiellement sur les États membres, et ceux-ci bénéficiant de la protection américaine à travers l'OTAN, l'Europe n'a jamais cherché à s'assumer en tant que puissance géopolitique. L'Allemagne en particulier, traumatisée par la Seconde Guerre mondiale, a depuis toujours refusé de jouer un rôle international et surtout militaire important, ce qui a diminué les capacités de Bruxelles d'en faire de même. L'Allemagne n'a dépensé qu'environ 1% de son PIB en dépenses militaires depuis la fin de la guerre froide, refuse depuis 2013 que ses drones soient armés, impose aux Français un Eurodrone totalement inadapté à la guerre moderne car trop cher et trop lourd, et ne lance des programmes industriels de défense que si cela peut créer des emplois ou de la richesse, sans rechercher le meilleur effet opérationnel pour ses forces. Depuis 2018, l'Allemagne a par ailleurs fortement durci sa politique d'exportation d'armement, au risque d'affaiblir ses alliés internationaux et son industrie de défense. Les autres pays ont suivi la même logique, ou ont vu cette logique s'imposer à eux. En France, l'industrie de défense tire la sonnette d'alarme face à la réticence des banques de leur offrir des financements pour préserver leur image. Et quand les États membres ne s'embarrassent pas de trop d'états d'âme, ils préfèrent acheter américain, comme la Pologne ou la Roumanie, ce qui sape l'industrie de défense européenne et donc son autonomie stratégique. Une puissance géopolitique ne peut l'être que si elle est indépendante dans ses approvisionnements stratégiques. Tout ceci explique en partie pourquoi, d'un point de vue militaire, l'Europe s'est retrouvée littéralement sans défense face à l'agression russe en Ukraine. Il faut en effet garder en tête que l'armée russe qui envahit l'Ukraine actuellement représente environ 7 fois l'armée de terre française, du moins en nombre. Mais le cours de l'histoire semble s'inverser. Depuis 2017, et en particulier avec l'élection de Donald Trump et le Brexit, un frémissement se faisait sentir vers un début de réforme et d'autonomie stratégique. Mais pour une Union européenne convertie au pacifisme et à la seule puissance économique depuis des décennies, parler d'autonomie stratégique représente un véritable changement de logiciel. Aussi, l'inertie politique, culturelle, économique fait qu'on ne s'attendait pas à de gros progrès immédiats en la matière, malgré l'activisme de pays comme la France. L'invasion russe est venue donner un grand coup de pied dans la fourmilière. À bien des égards, l'attaque de l'Ukraine est le nouveau Pearl Harbor de l'Union européenne. En tant qu'institution, l'Union européenne aspirait à une forme d'isolationnisme militaire, de non-intervention, voire de démilitarisation. La raison d'être de l'Union européenne était la paix sur le continent, la chute de l'URSS et la fin des conflits dans les Balkans étaient censés marquer l'accomplissement de cet objectif. C'était le mythe enviable de la fin de l'histoire. Le 24 février 2022, l'histoire s'est violemment rappelée à nous. En 3 jours, l'impensable s'est produit. Premièrement, l'Union européenne a asséné des sanctions économiques sans précédent à la Russie.
Elle a d'abord sanctionné l'ensemble des dirigeants russes, y compris Vladimir Poutine, Sergei Lavrov et Sergei Shoigu, ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Puis, l'Union a sanctionné les banques et une grande partie de l'économie russe dans l'objectif de l'isoler de l'économie mondiale, incluant la suspension d'exportation de biens civils. Pour l'Europe, cela comprend les machines-outils allemandes, très importantes pour l'industrie russe. Pour le reste du monde, cela comprend notamment la suspension des composants électroniques, comme les puces de TSMC, Samsung ou Intel. Encore pire pour la Russie, l'UE a interdit certaines banques russes d'utiliser la messagerie financière SWIFT et a totalement isolé, et donc paralysé, la banque centrale russe. Par ailleurs, au 2 mars 2022, la bourse de Moscou n'a toujours pas réouvert et le rouble a baissé d'au moins 50%. Tout cela signifie que les réserves financières accumulées par Poutine pour faire face à des sanctions économiques ne seront pas mobilisables, en grande partie tout du moins, puisque ces réserves sont conservées à l'étranger et donc bloquées. La Russie a senti la violence de ces sanctions dès le 28 février et ne pourra pas tenir plus de quelques mois avant que son économie ne se délite totalement. Deuxièmement, et encore plus impressionnant, le choc de l'invasion russe a totalement renversé les acquis culturels et politiques de plusieurs pays, et surtout l'Allemagne. Malgré une première réticence, l'Allemagne libre-échangiste a fini par suivre ses alliés et à soutenir la sortie des banques russes du système SWIFT. Même des pays réputés proches de la Russie, comme la Bulgarie, la Grèce, Chypre, Malte ou surtout la Hongrie, ont suivi et soutenu les sanctions. L'ensemble des pays européens ont commencé à envoyer des armes et du matériel à l'Ukraine, y compris la Belgique, la France ou surtout l'Allemagne. Le chancelier Scholz a autorisé l'exportation de lance-roquettes, d'armes anti-tanks et de Flak Panzers et débloqué les exportations d'armes allemandes depuis les Pays-Bas et l'Estonie. L'Union européenne est passée en 3 jours d'un végétarien dans un monde carnivore à l'arsenal de la démocratie ukrainienne. À plus long terme, l'Allemagne a annoncé vouloir dépenser 2% de son PIB dans sa défense d'ici 2024. Cela représente un énorme investissement de 100 milliards d'euros sur 2 ans, l'équivalent du plan de relance français, alors que les dépenses allemandes ne représentaient en 2020 que 1,4% de son PIB. Une telle révolution budgétaire et industrielle aura des répercussions considérables sur la culture et la politique allemande. Déjà, 80% des Allemands sont d'accord avec ces nouvelles mesures et d'accord pour que l'Allemagne se remilitarise. Des dizaines, voire des centaines de milliers d'Allemands de plus travailleront dans l'industrie de défense dans les prochaines années et des milliers de soldats supplémentaires devront être recrutés. La Bundeswehr interviendra plus régulièrement et massivement en Europe de l'Est, voire hors de l'Europe. Ces développements et le choc de l'invasion de l'Ukraine pourraient complètement renverser la culture antimilitariste du pays et entraînent déjà d'autres dans sa course. Des pays à la culture antimilitariste et neutre, comme la Suède, la Finlande ou, hors de l'Union européenne, la Suisse, ont accepté d'envoyer des armements à l'Ukraine ou de suivre les sanctions de l'Union européenne. Ce réveil défensif vise à répondre au manque de moyens des armées européennes. Le chef d'état-major de l'armée de terre allemande, au matin de l'invasion russe, déplorait l'état de son armée qu'il qualifiait de plus ou moins à sec. En ce moment, la France a déjà prévu d'augmenter significativement ses dépenses militaires entre 2019 et 2025 afin de casser la baisse des effectifs et répondre au manque de navires dans la marine par exemple. Mais plus critique, l'Europe a désespérément besoin de rattraper 50 ans de retard dans l'industrialisation et l'utilisation des drones, de toute taille et de tout usage. Les conflits récents en Arménie, Éthiopie et Libye ont montré la différence que peuvent faire ces nouvelles armes, mais aussi le conflit ukrainien, où un drone turc était capable de frapper et paralyser une colonne militaire tchétchène. Au-delà de la défense, c'est l'autonomie européenne qui se met en branle. L'Allemagne et les pays d'Europe centrale ont pris les mesures nécessaires pour réduire leur dépendance au gaz russe par la construction de terminaux pour stocker le gaz liquéfié acheté notamment aux Américains ou au Qatar. L'Union européenne a déclenché pour la première fois la Facilité européenne de paix afin de financer en commun les envois d'armes à destination de l'Ukraine. La présidente von der Leyen a annoncé la fermeture des médias russes Sputnik et Russia Today, instruments de propagande du Kremlin. Les Européens ont accepté de perdre en pouvoir d'achat, de sortir de leur zone de confort économique et politique pour sanctionner la Russie. Nous avons enfin accepté de payer le prix de nos valeurs. La crise ukrainienne aura réveillé l'Europe. Une Europe plus seulement économique, mais aujourd'hui de plus en plus géopolitique. Ce réalignement nous montre à quel point la seule volonté politique ne suffit pas à changer une structure politique aussi complexe que l'Union européenne. La résistance du peuple ukrainien a créé un choc nécessaire pour faire naître une Europe qui se pense comme une puissance. L'Europe a une dette morale envers le peuple ukrainien qui nous a forcés à nous confronter à nos contradictions et enfin à les dépasser.